Merci beaucoup Stéphane pour m'avoir présenté, pour m'avoir piégé effectivement pour cette présentation sur le progrès. Bon, tout d'abord je voudrais remercier Sophie et Marie aussi pour l'organisation et pour m'avoir accueilli ici. Donc pour moi aussi l'objectif du cluster, alors du cluster Elite, entre autres, c'est aussi un atelier. Donc, je vais pas faire une conférence sur le progrès, mais je vais plutôt essayer d'articuler le mode atelier avec questions. Parfois, je ferai des liens qui vous paraîtront outranciers, mais c'est fait exprès pour vous faire réagir aussi, parce que j'ai envie de mélanger recherche et politique. Enfin, il me semble que c'est le lieu aussi pour faire des choses comme ça. Temps long, temps court, futur, passé, contraintes, émancipation, donc de ce genre d'articulation, quoi. Voilà. Donc, et puis, il me semble que dans votre intitulé, vous avez envie de vous frapper le futur, là, puisque vous dites santé et industrie face à leur futur. Donc, moi, j'ai vu qu'il y avait un face-à-face. Donc quelque chose à prendre à bras-le-corps, peut-être interroger des rapports de domination aussi, des structures politiques qui sont héritées des passés. Hein. C'est un peu ma présentation, elle va avoir ces deux aspects-là. D'abord, un petit cours sur le progrès en 20 minutes. Donc, les étudiants du Master Histoire des sciences et des techniques, ils en savent plus que moi là-dessus, mais ils vont voir que certaines de mes obsessions reviennent. Donc, les formes du progrès et fonctions du futur dans la modernité occidentale. Et donc ça, finalement, c'est un peu un décalque de certains cours que je donne. Et puis, essayer d'entreprendre ce face-à-face avec cet héritage matériel idéal, parce que le progrès malheureusement n'est pas mort et il a des contraintes présentes sur la recherche et sur la politique de la recherche. Effectivement, avec le progrès, on est un peu aux antipodes de la pensée complexe que Vincent nous a présentée. Donc je suis désolé, je vais être très très simpliste par rapport à lui. Je vais être très linéaire, on va être dans des tubes. Mais le progrès, c'est un peu des tubes. Politique de la recherche. Donc, allons-y, politique de la recherche. Petit saut en arrière pour dérouler un petit peu les significations de progrès depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours. Donc, je vais d'abord commencer par les significations des mots, puis je passerai aux méthodes et enfin aux institutions. Ici, une petite gravure de Francis Bacon qui est sur la moitié du chemin qu'on parcourt. D'abord, le progrès, c'est le progressio en latin, c'est un déplacement. C'est la question du mouvement. Et puis, au fil du temps, le mouvement prend une valeur, on lui donne une valeur, améliorative en particulier. Pour Montaigne, c'est le progrès moral, mais au niveau d'un individu, au cours de sa vie. La révolution scientifique du XVIIe siècle, qui marque aussi la discrimination entre sciences de la nature et sciences de l'homme, c'est une vision d'une accumulation de connaissances. Donc le progrès comme accumulation cognitive avec Bacon, dont la gravure ici, vous voyez, montre le départ aussi vers le nouveau monde. Donc il y a cette métaphore spatiale et temporelle qui est déjà couplée chez Bacon ici, au début du XVIIe siècle. Puis c'est un projet de civilisation, hein, c'est les Lumières, Turgot, qui lie développement et progrès. Et enfin, ça cristallise tout ça au XIXe siècle avec l'accumulation matérielle, notamment en économie, à travers l'industrialisation de l'Europe. Tous ces sens-là, on peut les retrouver aujourd'hui hein, de manière différente, parce que les mots sont sédimentés. En fait, on ne se débarrasse pas des sens anciens. Il y a une sorte d'inertie des dictionnaires, mais aussi de l'usage de la langue qui fait que tous ces mots sédimentent encore aujourd'hui. Alors ça, c'était pour les significations. Les méthodes, cette philosophie expérimentale, j'adore l'expression, qui justement associe cette approche philosophique spéculative d'un côté, et puis qui s'inscrit dans le laboratoire à travers l'expérience, laboratoire des alchimistes en particulier, il ne faut pas oublier ça,
utilitariste, mais donc cette philosophie expérimentale se construit sur une méthode cumulative, enfin expérimentale, laboratoire, mais aussi cumulative. Et on se met à écrire aussi des recueils d'inventions pour ne pas oublier les inventions qui existent et pour les améliorer. Donc, il y a cette idée d'amélioration et d'usage systématique des machines. Hein, puisque il faut se rappeler quand même que les moulins à eau et à vent existent depuis l'Antiquité, mais leur usage systématique, il est très très tardif. Hein, c'est dans un Moyen-Âge tardif, disons. Donc cette idée de systématiquement utiliser des machines ou des dispositifs qui existent, c'est quelque chose qui est relativement récent dans l'histoire européenne. Et enfin, donc le dernier pan, c'est les institutions. Nous sommes aujourd'hui aussi contraints ou organisés, ça dépend comment on veut l'exprimer, par une spécialisation disciplinaire qui se développe au XIXe siècle dans les universités, qui fait que chacun est dans son petit champ, tout va bien, développe avec ses propres méthodes son petit sillon. Et au-dessus de ça, il y a une idée de l'industrie de développer la recherche et le développement, qui est donc une orientation directe vers des applications. Donc c'est les industries de la chimie, de l'électricité, de la métallurgie, de la fin du 19e, début du 20e siècle qui inventent cette affaire de recherche et développement et qui est encore une réalité de tous les jours dans l'enseignement supérieur et la recherche. Bon, donc des mots, des méthodes, des institutions. Le progrès, c'est aussi une expérience du temps, une expérience collective du temps. J'aime bien ce texte de Jacques Le Goff dans Histoire et mémoire, hein, justement, qui réfléchit à l'appréhension du temps par la science historique d'un côté, mais aussi en termes politiques, puisque la mémoire, c'est toujours une affaire politique. On peut schématiser les attitudes collectives à l'égard du passé, du présent et de l'avenir, en disant que dans l'Antiquité païenne, prédominait la valorisation du passé avec l'idée d'un présent décadent, qu'au Moyen-Âge, le présent est coincé entre le poids du passé et l'espérance d'un futur eschatologique, donc sur les finalités de l'être humain, le jugement dernier, quoi. Qu'à la Renaissance, l'investissement se fait au contraire sur le présent, et que du XVIIe au XIXe siècle, l'idéologie du progrès renverse la valorisation du temps vers l'avenir. Donc on rentre dans cette expérience collective du temps qui oriente de manière plus importante peut-être ce rapport au futur. Alors je l'ai mis au singulier, mais on peut aussi le mettre au pluriel, des présents, des futurs. Mais en tout cas, dans le régime d'historicité ou dans le régime de temporalité, cette section présent vers futur va jouer un rôle particulier, sur lesquels on va revenir. Alors, je parlais du 19e siècle comme un moment cristallisant, donc cristallisation à la fois pour le progrès, pour la modernité occidentale. Le progrès devient une idéologie. Si on prend le texte d'un historien libéral de l'époque, hein, François Guizot, Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française, petit programme qu'il se fixe dans ses leçons des années 1820-1830. L'idée du progrès, du développement, donc il reprend l'expression de Turgot, le développement, au XVIIIe, me paraît être l'idée fondamentale contenue sous le mot de civilisation. Vous voyez, bon, c'est lourd, hein, le progrès et la civilisation, qui évoque immédiatement une production croissante de moyens de force et de bien-être. Ce matin, on parlait de bien-être. Au fond, la force et le bien-être, c'est l'industrie et la santé du futur. Hein. C'est exprimé avec les mots du 19e siècle, mais on peut peut-être le voir avec un raccourci très très rapide, comme ça, dans la société, ainsi qu'une... Alors il y a déjà la croissance, hein, cette idée de croissance, bon, on est toujours là-dedans, hein, quand c'est plus la croissance, c'est la crise. Il n'y a pas de juste milieu, quoi. Il n'y a pas de pensée de la stabilité, de la décroissance, de la recomposition, cette pensée complexe dont on aurait besoin de manière plus importante auprès des gens qui décident, ainsi qu'une distribution plus équitable entre les individus de la force et du bien-être produit. Donc il y a aussi cette idée de redistribution ou de distribution
de ces forces et de ce bien-être produit. Néanmoins, on est dans une approche très matérielle, très matérialiste du progrès à travers. Donc là, je vous montre la première des expositions internationales de 1851 à Londres, qui est aussi un moment de compétition entre les États-nations européens en train de se constituer. Enfin, en train de se constituer. Oui, l'État-nation, c'est une idée assez récente en 1851. Bon, ils s'affrontent dans la colonisation, ils s'affrontent en économie, ils s'affrontent en technico-économique à travers cette exposition-là. Verre et acier, c'est les deux matériaux qui permettent de construire le Crystal Palace. Bon, j'ai parlé d'idéologie de la modernité, on peut faire un petit raccourci par la sociologie pour se demander ce qu'est une idéologie. Alors il y a plusieurs significations. Je la prends dans deux sens, je la définis de la manière suivante, je reprends cette belle définition de Bourdieu. C'est un ensemble de catégories de pensée, impensées, qui délimitent le pensable et prédéterminent la pensée. Donc ça encercle bien les imaginaires. Et en plus, ça dépend aussi beaucoup de l'endroit où on habite dans les espaces sociaux. Donc c'est très lié aux positions sociales des acteurs et ou des agents, suivant qu'on est dans une perspective, disons, active des individus ou plus au contraire passive, structurée des agents. Et c'est aussi dans la lecture marxiste une légitimation de l'ordre social. Ça, je l'ai rajouté par rapport à l'article de Michael Lowy. Bon, bref, en tout cas, il y a cette idée aussi, à travers l'idéologie, d'une organisation politique, ou en tout cas d'un discours politique sur le monde. Pour revenir un peu aux fondamentaux du XIXe siècle, on peut dire avec Alain Gras et François Jarige deux choses qui peuvent caractériser le progrès au XIXe siècle, mais qui, du fait de l'inertie des sociétés industrielles capitalistes, viennent jusqu'à nous pour une très très large part. C'est là qu'on va pouvoir discuter pour savoir si j'affabule complètement sur cette recherche des traces du progrès aujourd'hui, ou si finalement il y a des espaces de discussion et de transformation, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit, comment on transforme le monde dans lequel, si on a envie, il y a des gens qui n'ont pas envie de transformer, mais par rapport à justement les fameux fatalistes, par rapport aux contradictions ou ceux qui paraissent bon, bref, je m'arrête. Donc on a deux aspects, la question des infrastructures d'un côté, la question des imaginaires de l'autre. Pour Alain Gras, ce qui caractérise la modernité et qui représente pour lui la logique du progrès, c'est vraiment ces termes, c'est comme ça qu'il l'utilise, c'est la généralisation des macrosystèmes socio-techniques qui permettent un accroissement gigantesque de la taille des organisations au niveau de la planète, les fameuses transnationales par exemple, mais l'ONU, c'est c'est surtout des organisations gigantesques. Le système, je sais pas, de transport aérien, c'est quelque chose qui est gigantesque aussi par la taille de ces organisations, et qui redéfinit aussi l'espace-temps. On parlait tout à l'heure de ces smart cities, on va y revenir. Donc, deux points forts par les infrastructures, donc par la dimension matérielle, économique des choses, accroissement gigantesque de la taille des organisations, redéfinition de l'espace-temps. François Jarige propose, quant à lui, de caractériser le discours du progrès qui cristallise au XIXe siècle autour de trois piliers. Il dit d'abord, il y a une vision évolutionniste de l'histoire. Ensuite, il y a une identification croissante du progrès technique au progrès moral et social. Avec progrès moral, on retrouve le sens de Montaigne. Avec le social, on retrouve la deuxième partie de la définition de Guizot. Et enfin, dernier cinquième point, la dissociation entre les changements techniques et leurs effets conçus comme des conséquences externes qui ne remettent pas en cause le processus lui-même. Donc il y a une dissociation du positif et du négatif.
pour le dire très simplement. Bon, donc ça, ce sont un anthropologue et un historien qui caractérisent le progrès tel qu'il voit à l'époque contemporaine, 19e, 20e siècle, parce que ça s'arrête pas à la fin du 19e siècle. Et là, je vous ai mis une petite image de journal sur le Pacific Gas and Electricity Company qui gère l'ensemble de l'énergie électrique en Californie, autour de ce label The Spirit of Interconnection. Et cette question de l'interconnexion, elle est primordiale dans nos vies, dans le temps présent en fait. C'est plus que présent, et ça s'est intensifié depuis cette époque-là. Donc là, j'ai un peu posé les bases de ce qu'on peut entendre par progrès, de ce que l'Europe essentiellement, mais ensuite reconduit, reproduit par les États-Unis, puis imposé de manière plus ou moins violente, plus ou moins subtile, plus ou moins économique, plus ou moins militaire au reste de la planète. J'ai une vision très globalisante, je suis désolé, mais j'ai qu'un quart d'heure pour vous présenter le progrès. Après, il faut raffiner tout ça. Mais, en tout cas, ces 5 piliers, ces cinq aspects, je vais essayer de les confronter terme à terme avec des choses que j'ai vues, que j'ai un peu étudiées dans le temps présent, aujourd'hui, quoi. Voilà, et c'est là que je bascule de la recherche à la politique. C'est bon. Donc ce face à face avec un héritage matériel et idéal, contrainte présente sur la recherche et la politique. De la recherche si on veut, mais de la politique aussi tout court, ça marche. Donc petit détour par les mondes d'hydrogène, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont en cours de construction, qui représentent peut-être certaines des infrastructures du futur. En termes d'accroissement gigantesque de la taille des organisations, c'est assez intéressant parce que l'hydrogène a simplement pour ambition d'associer 5 systèmes sociotechniques autour du stockage de l'hydrogène. On a tout le système hydrocarbures, charbon, gaz, pétrole. On a tout le système transport, le système électricité, le système chaleur et le système numérique dont on parlait tout à l'heure. Tout ça dans un joyeux agencement mécanique. Enfin, excusez-moi, c'est ma représentation un peu innocente de la chose, mais autour du stockage de l'énergie se construit un système de systèmes sociotechniques. Bon, ça c'est censé assurer la transition énergétique, enfin en partie, pas seulement, mais en partie. C'est une des propositions de l'Union européenne, du gouvernement français, de la région Pays de la Loire. Enfin, je veux dire, à toutes les échelles, il y a cet engouement pour l'hydrogène, pour ce monstre systémique, si on veut le dire d'une manière un peu abrupte. Bon, par rapport à ça, comment s'organise la recherche et le développement aujourd'hui chez, par exemple, nos amis des sciences de l'ingénieur, dont certains sont réellement des amis. J'ai retenu deux belles formulations qui me semblent intéressantes ici dans le cadre de cette discussion ici. Donc Daniel Issel, que j'ai interviewé l'année dernière, médaille CNRS de l'innovation pour 2020. Donc, boum, il fait pas de la recherche marginale, il est au cœur du système. Qu'est-ce qui m'explique sur la manière dont il travaille? 90 à 95% des projets qu'on mène dans mon équipe sont en collaboration directe avec l'industrie. Très bien. C'est ce que j'appelle la recherche appliquée, de 1 à 6 dans l'échelle TRL.
Technology Readiness Level. Je dis, mais c'est quoi Technology, c'est quoi TRL? Ah ben c'est une échelle des développements de la NASA, qui date des années 70, pour planifier le développement d'une solution technologique. Le niveau 1, c'est pour le dire vite, c'est l'idée d'un chercheur dans un labo, jusqu'à 9, qui est le déploiement d'un produit à l'échelle industrielle et produit à plusieurs dizaines de milliers d'unités par an. Ça vous donne une idée de la vision des politiques au tournant des années 2000. Donc, pour penser quelque chose comme ça, on a une échelle linéaire de l'innovation. Fabuleux quand même. Enfin, et on est au cœur du dispositif de recherche et développement français, mais européen, mais mondial. Hein, puisque la NASA est là aussi. Alors là, moi je suis tombé par terre, hein, mais bon, peut-être que j'aurais pas dû. Alors, linéarité de l'innovation, même si les gens comme Benoît Gaudin, par exemple, qui sont spécialistes de la sociologie et des statistiques, ont montré que le modèle linéaire de l'innovation, ben, il marche pas, en fait. Il tend à produire des données, donc à se renforcer lui-même par la production de données, mais il explique très très peu de choses, et puis il rend pas compte de cette organisation systémique qui est fondamentale dans les sociétés industrielles contemporaines. Mais comme on n'a rien pour remplacer, ben on continue à l'utiliser. C'est un peu étrange. Deuxième interview, donc Bruno Vitti, qui est devenu un copain depuis, qui est à l'université de Nantes, qui est un bifurqueur. Justement, il est en train de changer de trajectoire, il sort des sciences de l'ingénieur pour travailler de manière interdisciplinaire avec les sciences de l'homme et de la société. Que me disait-il l'année dernière? Nous, on répond à un cahier des charges qui a été rédigé par quelqu'un d'autre. Qui? On ne vient pas questionner le modèle de société. On fait ce qui coûte le moins cher en termes de re-questionnement du modèle, avec un certain nombre d'options ouvertes, dont l'hydrogène. Vous comprenez pourquoi il bifurque. Hein. Il y a zéro questionnement d'un point de vue institutionnalisé sur la sobriété. La question c'est, il nous faut des véhicules qui émettent peu, comment on fait? Mais si c'est pour faire du commerce porte-à-porte de biens manufacturés en Chine via Amazon, hein, c'est l'objectif des voitures hydrogène ou électriques, ce n'est pas questionné. Bon, alors là, comment finalement on peut réouvrir aussi, grâce aux sciences humaines et sociales, ce spectre très très étroit de la manière dont sont financés, organisés les objets de recherche. Alors là, il y a vraiment un chantier. Enfin, je veux dire, je dis pas que je sais comment faire. Hein, je dis juste que il me semble qu'il y a un vrai problème, quoi, dans cette comment dirais-je, cette confrontation entre les méthodes, les mots et puis les choses. Je continue sur les mondes d'hydrogène, hein, parce que j'ai un peu travaillé dessus et je réinvestis mon temps de travail. La redéfinition de l'espace-temps. Bon, on parlait de l'intelligence tout à l'heure. C'est quoi un réseau intelligent? Alors, c'est Dubé et Jouvencourt qui ont travaillé sur le numérique qui expliquent ça. Être intelligent pour un réseau électrique signifie garder les flux énergétiques continus malgré toute intermittence. Bon, ça veut dire on s'arrête plus jamais, quoi. Activité incessante. Ça renvoie, alors ça c'est pour les flux énergétiques, surtout ne pas perdre une seconde de vent pour pouvoir continuer à croître, hein, croissance, activité incessante, croissance économique, accélération sociale. Bon, on a là aussi, hein, c'est pas une succession causale, hein, mais il se trouve que c'est des choses qui s'interpellent, qui s'interconnectent, qui se croisent, à mon avis. Donc ça, j'appelle ça une philosophie d'épicier pressé, quoi. Surtout, il ne faut pas perdre une seconde et on optimise. L'intelligence, c'est de l'optimisation, quoi. Mais l'optimisation, c'est pas de l'intelligence, c'est autre chose. Deuxième truc qui m'intéresse bien, c'est les promesses des politiques. Hein. Pas seulement, mais leurs promesses sont assez intéressantes, parce qu'elles sont souvent déconnectées des pratiques. Transition écologique de l'hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène est produit à 95% à partir d'hydrocarbures, ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Mais on n'arrête pas de parler d'hydrogène vert. Mais l'hydrogène vert, c'est ridicule. Donc c'est ce qu'on appelle l'arc-en-ciel de l'hydrogène. On met
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais en réalité, ce qui écrase tout, c'est le gris de l'hydrocarbure. Bon. J'avais parlé à la région au Mans en 2021 là-dessus, sur une économie de l'hydrogène est-elle réalisable en Pays de la Loire. Bon. Je l'avais présenté sous la forme d'une question très ouverte. Deuxième promesse, réindustrialisation locale. Oui, peut-être, mais les modèles géopolitiques qui sont pensés pour 2030, c'est l'hydrogène produit au Maroc par du solaire et de l'éolien, par Total ou EDF, nos transnationales amies, puis transporté par pipeline ou hydrogénier vers l'Europe du Nord. Les Allemands en particulier qui ont un problème de gaz et de charbon en ce moment. Bon, ça c'est des... Alors, vous allez me dire, c'est des spéculations, c'est des modèles. Comment on fait pour empêcher ça ? La région Pays de la Loire, elle investit 5 € par habitant et par an pour son économie d'hydrogène. La facture énergétique d'un Français, en moyenne, hein, c'est 1300 € par an et par habitant. Qui va empêcher exactement ça de se dérouler ? Moi, j'ai envie de savoir, en fait, en tout cas. Bref. Oui. Troisième pilier du progrès du 19e siècle, cette vision évolutionniste. Alors, certes, l'évolutionniste, chez les anthropologues, c'est terminé. Enfin, c'est la plupart d'entre eux, mais pas chez les journalistes, pas chez les politiques. Le progrès, dès qu'on parle de progrès, c'est un jugement moral. On vous met face à des valeurs, ça peut pas être neutre, avec des alternatives fort pertinentes et fort intéressantes. Soit on est pour la 5G, soit on est pour le modèle Amish. C'est d'une bêtise confondante. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse dire quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé une perle dans l'opinion du décembre 2022. Les habituels pisse-froids technosceptiques et autres adeptes de la lampe à huile étaient prêts donc, pour démonter l'annonce de la prochaine fusion nucléaire, qui est là encore une solution technologique dont on parle depuis 40 ans. Mais il y a 40 ans, c'était pendant 40 ans. Aujourd'hui, c'est encore pendant 40 ans. Bon, bref. Alors, par rapport à ça, on a des solutions terriblement innovantes pour rompre avec ce passé, et on multiplie les feuilles de route orientées par le management des indicateurs chiffrés dans cet imaginaire là, tubulaire et graduel de la feuille de route. La feuille de route, rien que l'expression, c'est l'imaginaire de la bagnole. Comment vous voulez rompre avec un progrès organisé autour de la voiture et du déplacement individuel, si vous voyez même pas le problème de la métaphore de la feuille de route. Et autre chose qui me parle beaucoup, c'est cette question de l'avance et du retard. Quand on vous parle d'avance et de retard, vous êtes en avance, vous êtes en retard, on est en avance, on est en retard, c'est toujours des questions politiques. C'est des leviers argumentatifs. Hein, l'avance et le retard, on en parlait pour donc cette téléologie, la finalité du processus historique. Les marxistes en ont parlé pour la société sans classe, mais les religieux aussi pour la fin du monde. La croissance économique, c'est comme si c'était un objectif de croissance indéfinie. Et par rapport à ça, il y a un auteur, par rapport à François Hartog dont tu parlais, Stéphane, tout à l'heure, qui est Koselleck, qui a montré une chose assez intéressante sur cette rhétorique de l'avance et du retard, en disant si on prend le cas du Saint-Empire romain germanique et de l'État fédéral allemand, on voit qu'il n'y a pas d'avance et de retard, mais qu'il y a des modèles alternatifs qui sont l'État-nation, l'État fédéral, l'Empire, enfin c'est plusieurs modèles alternatifs, mais qu'il n'y a pas une nécessité de tous passer par l'État-nation. Et voilà, donc c'est sur cet exemple d'histoire politique qu'il déconstruit cette rhétorique, parce que c'est une rhétorique de l'avance et du retard. Puisque l'histoire, comme je le disais hier aux étudiants, c'est pas un voyage en train, on ne va pas quelque part.
on a une expérience ici et maintenant du temps, des collectifs, des sociétés, et c'est pas une projection. Quatrième, c'est l'identification croissante du progrès technique au progrès moral et social. Là, on est en plein, à nouveau, dans les imaginaires techniciens, le progrès. Alors, j'adore cette loi de White, hein, qu'on a appelée l'équation énergie-civilisation, qui dit ça en 1943. C'est un anthropologue évolutionniste états-unien qui dit la culture, c'est quoi? C'est l'énergie consommée fois l'efficacité d'utilisation. Alors là, en réductionnisme, on est très très fort. Et des historiens de l'énergie, comme historien des techniques Bassala et historien de l'énergie Zachman, ont montré que cette équation énergie-civilisation se construit dans la deuxième moitié du 19e siècle et prend des formes différentes jusqu'à aujourd'hui autour de cette idée que richesse, civilisation, culture, c'est proportionnel à la quantité d'énergie. Donc là encore, c'est pas tout le monde qui pense ça, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'est des rémanents, c'est des traces, c'est des transversalités qui contraignent aussi les limites du pensable. Magnifique de la pensée complexe en politique, hein, un certain Emmanuel Macron, pour lui la transition énergétique, c'est le déploiement du premier avion bas carbone d'ici la fin de la décennie, de petits réacteurs nucléaires modulaires, de l'hydrogène vert, j'invente rien, hein, mise en production de 2 millions de véhicules électriques et hybrides. Bon, ça c'est ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. C'est, là encore, au lieu d'affronter des problèmes moraux, sociaux, géographiques, d'urbanisation, d'architecture, on multiplie les machines qui, soi-disant, sont plus vertes. Bon, là encore, on ne se demande pas comment on va fabriquer, trouver les terres rares pour 4 kilos de terres rares, hein, pour une batterie, véhicule électrique, 2 millions. Bon. Bref, c'est une pensée... moi, je suis sidéré, en fait, de l'état de la discussion techno-sociale, ou socio-technique, aujourd'hui, par les dirigeants des pays dits industrialisés ou riches, quoi. Je suis désolé, hein, je fais ma psychanalyse aussi. Étonnamment, alors, en faisant cette recherche pour aujourd'hui, avec Europress, je suis tombé sur les articles qui parlaient de progrès dans le titre, et visiblement, il y a encore des partis politiques qui se réclament du progrès. La social-démocratie allemande en particulier, hein, Olaf Scholz a osé le slogan « Oser plus de progrès », il y a 2 ans. Et puis, une micro-branche du parti En Marche, fondée par un certain Olivier Dussopt, propose Territoire de progrès. J'imagine qu'il doit introduire l'hydrogène aussi dans cet avenir radieux de la réindustrialisation des territoires. Bon, je suis un peu outrancier, hein, désolé, hein, je vous avais prévenu. Stéphane le savait. Enfin, dernière diapositive sur ce face-à-face avec l'héritage. L'impensable fin du capitalisme, hein, c'est finalement, ça revient, pour moi, ça touche quelque part à cette question de la dissociation entre les changements techniques et leurs effets, conçus comme des conséquences externes qui ne remettent pas en cause le processus lui-même. Et je suis tombé sur cet ouvrage, peut-être que vous connaissez, de Christopher Lasch, Le seul et vrai paradis, une histoire de l'idéologie du progrès et de ses critiques. Bon, surtout sur le cas états-unien, mais il caractérise bien ce principe du progrès. Voilà ce qu'il dit. Une fois reconnues les différences profondes existant entre la conception chrétienne de l'histoire, prophétique ou millénariste, hein, donc il y avait ce rapport à un futur aussi, et la conception moderne du progrès, nous sommes en mesure de comprendre ce qui était original dans cette dernière.
non pas la promesse d'une utopie séculière qui porterait l'histoire vers un dénouement heureux, mais celle d'un solide progrès sans aucun terme prévisible. Et un peu plus loin, il dit « Seule la science, supposons-nous, est immortelle. Et bien que l'improbabilité de son extinction puisse être vécue bien plus intensément peut-être comme une malédiction que comme une bénédiction, le caractère apparemment irréversible de son développement historique définit le sens moderne du temps et rend superflue la question qui a hanté nos prédécesseurs. Comment les nations devraient-elles se conduire tout en se sachant condamnées à mort ?» Donc peut-être qu'on devrait se reposer cette question du fait que les sociétés, les civilisations sont mortelles, et puisqu'on imagine plutôt la fin du monde que la fin du capitalisme. Donc ça, c'est sidérant aussi. Mais c'est probablement un héritage par les imaginaires de cette idéologie du progrès qui est une cage de pensée, dans laquelle, même si on refuse le progrès en tant que tel, les modes de raisonnement et les imaginaires associés sont toujours avec nous. En tout cas, c'est ma proposition. Hein. Comment se réapproprier politiquement, c'est-à-dire collectivement, la recherche au présent, hein, je pense qu'il ne faut pas attendre le futur. Je voudrais mettre en contraste cette citation d'Hannah Arendt avec, donc, autour d'une société programmée sur le temps long, hein, et quand on entend les discours autour de la recherche, le mot programme ne cesse de revenir, moi ça m'inquiète. Mais bon, je suis un des pistes froids pour parler l'opinion. Le progrès est devenu le programme du genre humain, menant son action derrière le dos des hommes en chair et en os. C'est la dimension structurelle, je pense, qui est ici importante. Force personnifiée qu'on retrouve dans la main invisible d'Adam Smith, dans les pièges de la raison de Hegel et dans le matérialisme dialectique de Marx. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça traverse les idéologies, ça traverse les camps politiques aussi. Et puis, si on a une société programmée depuis, sur le temps long, malgré plein d'exemples de révoltes, de détournements, de réactions, de protestations, hein, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on découvre l'écologie, hein, ça fait 150 ans, voire 200 ans qu'on parle des méfaits du pétrole, comme l'a bien montré mon ami Hervé Ferrière dans son habilitation à diriger des thèses. En permanence, la recherche, qui devrait avoir du temps, elle est détournée au quotidien, que ce soit précaire ou titulaire, on est tous détournés d'une manière ou d'une autre de ce temps qu'on devrait posséder pour penser et organiser le moyen et le long terme des futurs de la recherche. Comment peut-on faire sans stabilité des programmes et des actrices et des acteurs de la recherche à court terme? Et là, je voudrais à mon tour citer Gunther Anders, qui dit au fond, la plus grande peur de l'humanité, c'est pas la mort, c'est la peur de ne pas participer. Et là-dessus, je trouve qu'il avait une bonne intuition. Je vous remercie de votre attention.